Nous sommes de retour sur le plateau de Demain et nous parlons toujours des vaccins avec nos trois invités. Alors, il y a un aspect important, hein, c'est aussi le retour sur investissement finalement qu'offrent les vaccins au niveau sociétal. C'est aussi intéressant de parler de ça. Hein. Tout à fait. Les vaccins contribuent significativement à la prospérité de nos sociétés. C'est clairement montré. Pour 1 $ investi dans la vaccination, vous avez un retour sur investissement de 18 $, ce qui est une des interventions les plus rentables. Il y a des chiffres sur l'impact de la vaccination polio aux États-Unis pendant les 50 années, depuis 1955. Et donc, la vaccination contre la polio a permis un bénéfice net de 180 milliards de dollars. Donc, il vaut mieux se vacciner, quoi, finalement. Non, je pense que ça doit faire partie de la conscience collective que quand on se vaccine, mais clairement, on a un impact sur la société. On diminue le risque d'être hospitalisé de toute la population. On diminue le risque de séquelles liées à des maladies infectieuses. Et ces enfants qui n'ont pas de séquelles, ils vont pouvoir aller à l'école et ils vont pouvoir devenir des adultes qui vont contribuer à l'économie de la société. Les épidémies affectent tous les pans de la société sans distinction. Ça va affecter le fonctionnement même de l'économie, les échanges que le pays est capable de faire. Et par exemple, dans le cadre, on parle ici des infections humaines, mais dans le cadre des infections animales, les impacts économiques sont considérables. Quand un pays subit une épidémie et qu'il ne peut plus, entre guillemets, exporter ses denrées, sa viande ou autre, ça a un impact sur toute la population. Donc le contrôle, je dirais, des épidémies reste crucial à peu près tous les niveaux auxquels on pourrait penser. On a un petit peu oublié, ça on en parlait en début d'émission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les campagnes de vaccination, on a un peu oublié chez nous que parfois certaines maladies, certains virus faisaient des milliers de morts, décimaient la population. Ça pourrait revenir, c'est ça hein? Oui, mais la disparition de certaines épidémies en Europe n'a pas été due qu'à la vaccination. Donc il faut toujours prendre en considération qu'il y a l'individu, donc la nutrition, le fait qu'on soit en bonne santé de manière générale, avec une bonne alimentation, il fait beaucoup. Les vaccins ont aidé. Et alors l'assainissement du territoire aussi. Moi je prends toujours l'exemple par exemple de la malaria. La malaria était présente en Europe. Et en fait, quand on a asséché les marais, qu'on a limité le nombre d'endroits où les moustiques pouvaient se multiplier, on a drastiquement réduit les impacts de la malaria, qui était bien présente au Moyen-Âge et qui a graduellement disparu. Mais par contre, en créant des très très grandes villes, en augmentant la capacité de dissémination des agents pathogènes, on a aussi créé une nouvelle dynamique. On est maintenant face beaucoup plus à des épidémies qui se transfèrent d'individu à individu, comme les épidémies d'influenza qui peuvent diffuser très 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 rapidement. Donc il faut s'adapter. Il faut en permanence s'adapter. En permanence. C'est un peu l'écosystémique des maladies infectieuses. Il faut voir les choses globalement. Et l'organisation même des sociétés joue sur les maladies infectieuses et elle-même joue sur l'organisation de la société. C'est aussi la globalisation, hein, on en a parlé, ça aussi ça joue. Vous qui êtes chercheurs tous les deux, Monsieur Doby, vous travaillez peut-être aussi sur cette vision-là. Comment ça se passe dans vos recherches? Vous vous adaptez à ces nouveaux paramètres? Ma recherche est plutôt sur les mécanismes d'action des vaccins, pas nécessairement sur les nouvelles épidémies. Tu veux commenter? Je t'en prie. Alors il y a un autre aspect aussi, c'est que bon voilà, certains vaccins sont obligatoires, on en a parlé, d'autres recommandés, mais il y a beaucoup de voix qui s'élèvent actuellement contre les vaccins, les anti-vaccins, voire les sceptiques. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens, à ces groupes, à ces croyances qui pensent que peut-être les vaccins sont dangereux? Est-ce que les vaccins sont dangereux? Je pense que si on prend il faut dissocier la critique d'un vaccin de la critique de la vaccination en général. Certains groupes critiquent les vaccins en général. Aucun vaccin, je pense, n'est parfait. Chaque vaccin peut avoir des effets secondaires qu'on peut critiquer. Je pense qu'une bonne partie de la recherche fondamentale, en fait, est dirigée vers l'étude des vaccins qui ont déjà été mis sur le marché, sur leurs effets. On essaie de comprendre comment les améliorer. Donc, on est bien conscient en recherche, je dirais, des défauts liés à toute une série de processus de vaccination. On essaie de résoudre ça. Par contre, ce à quoi on est confronté de nos jours, c'est une critique, non pas de vaccins ciblés, en raison de problèmes bien précis, mais une critique générale de toute la stratégie vaccinale en tant que telle. Et ça, c'est une pensée qui est une croyance, qui est dangereuse. D'abord, c'est un déni de réalité au sens où, à l'heure actuelle, on a quand même maintenant un recul historique de plus d'un siècle sur toute une série de stratégies vaccinales. Et donc, par exemple, quand quelqu'un affirme que la vaccination n'a jamais amélioré la santé publique, ça, c'est du déni de réalité totale. C'est inconcevable à l'heure actuelle de défendre cette position-là par rapport à ce qu'on connaît. Et là, on rentre finalement dans le domaine de la croyance. Ça devient quelque part un marqueur identitaire
de dire moi je ne crois pas à la vaccination, je suis contre, et on sort finalement du domaine de l'argumentation et du domaine de la cohérence. Ce qu'on voit avec la rougeole maintenant, c'est peut-être en partie aussi explicable dû à cela. Oui, il y a largement une corrélation entre les pays où on a un activisme très important des anti-vaccins. Par exemple, Angleterre, France. La France est par exemple un des pays, je crois, où le sentiment anti-vaccin s'est le plus développé, ou en tout cas le plus été quantifié dans des études. Tout à fait. Et ça fait partie des pays où la couverture vaccinale contre toute une série de pathologies, dont la rougeole, dont on a déjà parlé, a lâché en premier, et où on peut quantifier l'impact en tant que tel. Ça, c'est relativement clair à ce niveau-là. Donc, là où je voudrais peut-être insister, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle de plus en plus d'informer les gens sur les vaccins. Je crois que ce n'est pas suffisant. En fait, il faut aller au-delà de l'information. Une information ne devient pertinente que si on est capable de la décoder. Donc, je pense qu'il faut, si la vaccination est perçue vraiment comme un problème de société, il faut éduquer les gens. Éduquer au sens où leur apprendre comment fonctionnent les vaccins et qu'ils puissent, entre parenthèses, eux-mêmes s'informer et aussi être critiques vis-à-vis de toute une série de discours. Et ça, c'est peut-être la principale carence à l'heure actuelle. On a une multiplication des sites qui donnent des infos positives, qui sont en compétition avec des sites qui donnent des informations négatives, mais il y a très peu d'éducation derrière. Ça, on devrait investir là-dedans. Peut-être des fake news dans certains cas. Ouais. Oui, M. Doby. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre la non-confiance envers les autorités, envers le gouvernement, donc le vote populiste, et le vote populiste, et la méfiance vis-à-vis des vaccins. Donc c'est un problème global. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est éduquer les gens à appréhender les fake news, comme on dit. L'éducation est très importante, parce qu'en fait, de nombreuses études montrent que, en termes de diffusion de l'information, les fake news ont toujours un avantage sur les informations, entre guillemets, vérifiées scientifiquement. Si quelque chose est en rupture, qu'on donne quelque chose de scandaleux, entre guillemets, au public, ça diffusera toujours plus. Donc on ne peut pas gagner, je pense, une guerre d'information par rapport à... Donc il faut miser, vous dites, sur l'éducation. Il faut miser sur le long terme et sur l'éducation, quitte à avoir peut-être une politique un peu répressive, comme la France l'a fait au départ, pour rétablir la couverture vaccinale. Mais ça ne sera possible sur le long terme que si on éduque les gens. Il faut reformer les gens intellectuellement à ce genre de choses, leur expliquer comment ça marche, et surtout leur expliquer l'intérêt réel de la vaccination. Il n'y a pas que l'intérêt de l'individu, il y a l'intérêt au niveau de la société en tant que telle, avec tous les effets positifs qu'on a déjà évoqués ici. Même réponse, vous pensez aux anti, finalement? Il faut leur rappeler en quoi les vaccins sont très importants pour la santé en général? Oui, pas seulement pour la santé individuelle, comme Eric l'a dit, mais pour toute la collectivité, la santé des individus qu'on ne peut pas protéger, et qu'en fait la vaccination contribue à la prospérité de nos sociétés. On vit dans une société où heureusement on a une sécurité sanitaire, si on veut dire, mais c'est entre autres grâce à la vaccination. Je crois qu'on ne peut plus rien, entre guillemets, contre les anti, au sens où convaincre les gens qui maintenant sont convaincus que, presque de manière identitaire, ça fait partie de leur perception de la société, de dire je suis contre les vaccins. Je crois qu'il ne faut pas lutter contre eux, il faut surtout essayer en fait d'éviter que ces gens ne disséminent et ne convainquent une population de plus en plus importante. Voilà, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les cabinets de consultation. Donc les médecins ont effectivement un rôle à jouer. Il faut écouter les gens, il faut écouter les doutes, et on a tous les arguments nécessaires pour dire que la vaccination est un des meilleurs moyens d'intervention dans la santé publique. Donc pas d'effets secondaires suffisamment graves, comme parfois on peut le lire. Non, je veux dire, la balance risque-bénéfice des vaccins est totalement favorable. Sinon, ils n'auraient pas été mis sur le marché. Ça, il faut dire aussi aux gens qu'il y a des autorités régulatrices qui permettent de surveiller le moindre effet indésirable. Oui, le drame, c'est qu'un très 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 petit nombre finalement d'études qui ont été à l'origine d'une série de scandales comme les études de Wakefield corrélant l'autisme avec la vaccination des jeunes enfants. Ça s'est avéré être complètement faux, les études étaient biaisées. La sclérose en plaques aussi. Mais on retrouve toujours ces études citées à l'heure actuelle comme des références. Alors oui, elles ont été publiées, dans des grandes revues scientifiques, Lancet, Nature, et ainsi de suite. L'étude Wakefield a été rétractée. Mais elles ont été rétractées plusieurs années après. Et malgré tout, ça reste. Et à côté de ça, il y a une multitude d'études qu'on ne cite jamais qui montrent les effets tout à fait positifs des vaccins et l'absence de corrélation avec toute une série de pathologies. C'est ce problème au niveau de l'information. Les informations du type Wakefield, il y aurait un lien entre l'autisme et la vaccination, vont beaucoup plus rapidement diffuser que toutes les études négatives qui montrent finalement qu'il n'y a pas de lien, pas de corrélation. C'est ça.
Et donc il faut beaucoup plus expliquer aux gens comment ça marche pour qu'ils aient une sensation, qu'ils soient capables eux-mêmes d'évaluer la crédibilité d'une information. C'est surtout ça, je pense, qui nous permettra d'avancer et de mieux sécuriser les campagnes de vaccination. Parce qu'on n'arrivera à rien au final avec de la répression et en obligeant les gens à être vaccinés. Pendant des décennies, ça a marché sans l'obligation. Donc il faut rétablir cette confiance-là au niveau du public. L'importance de la confiance. Vous confirmez, M. Bulto, vous n'êtes pas évidemment dans la recherche, mais plutôt dans la production, et vous constatez aussi ces mouvements anti-vaccins qui prennent parfois de l'ampleur, de l'importance. Oui, tout à fait, mais donc nous on est plus sur la santé globale, donc on est plus sur le discours positif de mon collègue qui est on peut créer de la valeur, on peut créer du bien-être dans la société, et on est sur des sujets qui sont indéniables. Il suffit de sortir les vidéos qui sont sur Facebook sur les problèmes de polio pour convaincre les gens que ça vaut quand même la peine. Donc je pense qu'il y a très peu de gens qui, même dans les anti-vaccins, nient l'intérêt de se vacciner sur la polio. Là où je suis un petit peu moins optimiste, c'est je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura un accident qui fera que les gens prendront conscience. Donc, vous avez fait, je crois, quelqu'un a fait le parallèle avec les fake news et avec le populisme. Il faut voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Même notre ami Donald Trump a fait demi-tour. Il a maintenu pendant 15 jours, alors qu'il y avait une grave situation de rougeole dans une communauté juive qui vivait en vase clos c'est parfois aussi une question de conviction religieuse, ça arrive aussi. Oui. Et donc il a maintenu que, effectivement, vous comprenez, les vaccins, ça ne vaut rien. Et puis à un moment, il y a quand même son cabinet qui lui a dit, bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, du jour au lendemain, ils ont été obligés de se vacciner parce que, ils vivaient dans la région de New York et les craintes de dissémination étaient vraiment trop importantes au niveau de la défense nationale. Donc, je pense que malheureusement, on peut éduquer, mais comme avec le populisme, il faudra un jour un petit incident négatif qui va ramener les consciences et sera faire prendre conscience à nouveau. Vous voyez aussi sur les réseaux sociaux les gens qui souffrent de rougeole. Moi, je me rappelle d'un article de cette dame qui a 29 ans, était depuis un mois à l'hôpital avec la rougeole, qui écrivait aux anti-vaccins qu'est-ce que vous avez fait, quoi? À cause de vous, moi qui suis vacciné, je me retrouve ici, parce que c'était à l'époque où en France, on se retrouvait en dessous du seuil critique de vaccination. Donc, voilà, j'apprécie que nos amis scientifiques croient dans l'argumentation. Je suis plus fataliste et je me dis juste qu'il y aura un petit incident et qu'on rectifiera. Voilà. Le problème, j'essaie de le souligner précédemment, c'est que le monde a tellement évolué avec la globalisation que j'espère effectivement qu'on n'ira pas vers l'accident, parce que ça risque d'être un accident alors qu'il sera de très grande ampleur. Ah oui, tout à fait. Mais ça ira très cher, ce qui serait complètement stupide. C'est un risque, c'est possible, c'est à craindre. Oui, tout à fait. Si vous lisez Bill Gates, lui dit que le plus gros risque aujourd'hui, ça n'est pas les guerres, ça n'est pas les problèmes, c'est une épidémie de grippe, parce que la précédente, c'est disséminé. On n'en a pas beaucoup parlé du vaccin contre la grippe, mais c'est aussi un vaccin très compliqué, parce qu'il y a plusieurs variantes, c'est ça, hein? En fait, c'est un agent pathogène qui évolue en permanence, qui produit des nouveaux variants, et donc en fait, à l'heure actuelle, on maîtrise relativement bien la production d'un vaccin contre la grippe. La problématique, c'est en fait d'être capable de prévoir quels sont les variants qui vont émerger. Ça, c'est l'OMS qui, en général, prévoit en grande partie, l'OMS. Récolte les données. Voilà. Et donc, c'est un peu une loterie chaque année. C'est pour ça que l'efficacité du vaccin varie d'année en année, en fonction de ces prédictions-là qu'on essaie d'affiner. Mais oui, il y a un risque quand même majeur. Moi, ce que j'ai retenu de l'épidémie de H1N1, dont beaucoup de gens se sont quelque part moqués, au sens où on annonçait presque la fin du monde, et où finalement la pathologie n'a pas été, je n'oserais pas dire aussi grave qu'espéré, parce que franchement personne n'espérait ça. Mais ce que j'ai retenu, c'est que les gouvernements ont essayé de bloquer cette infection, cette pandémie, et en moins de 6 mois, elle est devenue mondiale. Alors qu'on avait mis des détecteurs dans les aéroports, qu'on a essayé de faire toute une série de mesures de contention, on a été incapable de bloquer la dissémination de cette infection. Alors, par chance, ce n'était pas une infection qui était très grave, ce n'était pas du tout la grippe espagnole, mais si ça avait été la grippe espagnole, on aurait peut-être multiplié par 10 ou par 100 ce qu'on avait eu avec la grippe espagnole. Et donc là, je dirais, les jeux sont ouverts. On pourrait aller vers des infections touchant des millions d'individus, alors qu'on sait que même dans nos pays, la plupart des hôpitaux sont en flux constant. On n'a pas la possibilité de traiter au niveau symptômes
plus de gens qu'on en traite à l'heure actuelle. Et donc se retrouver à des millions de personnes infectées, même dans les zones occidentales les plus aptes à gérer ce genre de problème, ce serait un défi inimaginable. Donc oui, je pense que ça reste une préoccupation majeure, et à ce niveau-là, Bill Gates a tout à fait raison de s'alarmer de ça. On doit être proactif et gérer ça. Monsieur Dobie, vous confirmez, il y a un risque de pandémie qui nous pend toujours au nez quelque part? Il faut faire attention? Clairement, il y a des risques évidents d'émergence de nouveaux virus. On l'a vu récemment avec le virus Zika qui est passé de l'Afrique au Pacifique et puis qu'on a retrouvé en Amérique du Sud de manière totalement inattendue et qui a provoqué des milliers de malformations chez des bébés. Donc ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'émergence ou même de la réémergence de pathogènes à différents endroits du globe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve très très vite pour une autre édition du magazine scientifique demain sur LN24.